Bonjour à tous, il est 9 heures, on va pas tarder à commencer. Merci à tous de vous être connectés. On attend une petite quarantaine de personnes, je crois, ce matin. Donc, merci à tous de votre présence. Le sujet de cette matinée, comment réussir son projet CRM. On a la chance d'être accompagné de Florian, Bonjour à de tous. Mazao. On va prendre 5 minutes, peut-être encore 1 ou 2 minutes, pardon, pour laisser les retardataires, ou en tout cas ceux qui ne se connectent pas à 9h00, le temps de se connecter. Pour vous faire patienter, juste, je vous présente rapidement l'agenda. Donc on va se présenter évidemment. Ensuite, on prendra quelques minutes pour vous partager quelques chiffres clés sur l'adoption, les réussites des projets CRM. Ensuite, on aura la chance d'avoir un retour d'expérience de Florian sur les top 12 des erreurs à ne pas commettre. Ensuite, on va enchaîner avec une rapide démo pour vous illustrer un petit peu notre proposition de valeur commune à Nomination et Mazao autour de la solution Dynamics. Et puis, évidemment, on prendra un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. J'en profite pour vous indiquer la présence du chat, donc sur le côté droit de votre écran. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Si vous le souhaitez, nous, on va les voir, on va essayer d'y répondre le mieux possible. 9h02, on va encore laisser quelques instants pour avoir un maximum de personnes connectées. Bon, comme le timing est malgré tout un tout petit peu serré, Florian, je te propose de nous lancer. Qu'est-ce que tu en penses? Allons-y. Alors, c'est parti. Je te laisse un petit Ouais. peu. Merci Benoît pour l'introduction. Effectivement, avant de passer dans le vif du sujet, on va très rapidement vous rappeler qui nous sommes, si jamais certains ne nous connaissent pas encore. Donc, côté Mazao, pour commencer, hop, je peux passer moi-même la slide, c'est parfait. En 2 minutes, Mazao, pour faire très simple, c'est vraiment une double spécialisation qu'on a choisi d'avoir depuis la création de l'entreprise. Une première spécialisation sur la gauche, plutôt orientée métier, la relation client, qui est le seul métier qu'on sait faire et qu'on veut faire. Donc, on accompagne nos clients autour de la relation client au sens large du terme. Hein. Ça englobe à la fois le commerce, le marketing, le service après-vente, etc. Et puis, une deuxième spécialisation, à droite cette fois-ci, plutôt technologique, puisqu'on n'intègre que les solutions de Microsoft Dynamics CRM. Donc, c'est le seul CRM du marché qu'on a décidé d'intégrer. On a décidé de se spécialiser vraiment là-dessus. Donc, l'ADN de Mazao, c'est vraiment cette double spécialisation, métier plus technologique. Ce qui nous permet d'intégrer depuis 14 ans chez nos clients leurs projets de CRM. On a fait environ 350 projets pour l'instant, avec un taux de livraison de 100%, puisque, encore une fois, comme c'est notre spécialisation, on ne peut pas se permettre de faire autrement. Mazao, c'est environ 80 personnes, donc structure plutôt à taille humaine. Mais comme on est ultra spécialisé, on reste quand même la plus grande équipe d'experts sur Dynamics CRM en France. Et on peut voir qu'on est situé un peu partout en région, mais majoritairement quand même, nos équipes sont à Paris. Ce positionnement-là nous a permis d'être quand même assez proche de l'éditeur de Microsoft, puisqu'on a eu la chance d'être partenaire de l'année en 2018, en 2019, et Inner Circle depuis 4 années maintenant. Donc c'est grâce à cette expérience évidemment du terrain et ces 14 années de projet qu'on a pu récupérer les bonnes pratiques, mais aussi les pires erreurs à commettre que je vous présenterai tout à l'heure. Je te passe la main, Benoît. Merci. Alors, nomination, nous, on n'est pas spécialiste du CRM, mais par contre, notre spécialité, c'est la data, et plus particulièrement la data sur les entreprises, la data B2B, sur les entreprises et sur leurs décideurs. Notre métier, c'est produire de la donnée, c'est identifier, cartographier les cercles d'influence, les réseaux d'influence au sein des entreprises, reconstituer les organigrammes, et tout ça dans un seul et unique objectif, c'est accompagner nos clients sur leurs enjeux de performance commerciale, performance marketing et évidemment l'adoption du CRM. J'espère que pendant cette petite heure de présentation, on arrivera à vous convaincre de l'intérêt clé de la donnée pour réussir un projet CRM. Alors, rapidement, on a conduit il y a quelques temps de ça une étude et on a interrogé des gens qui utilisent des CRM, plutôt des managers, et on a essayé de confronter, de comprendre un petit peu finalement
leurs problématiques quant à leur CRM, quant à l'usage du CRM. Alors, l'étude est un peu plus longue, là on a essayé de la compacter. Je vais vous partager juste quelques chiffres, si vous souhaitez. Hein, vous pouvez retrouver le détail de cette étude sur notre site nomination.fr. Alors, vous le savez, hein, c'est une tarte à la crème, mais malheureusement, il y a plus de la moitié des projets de CRM qui n'atteignent pas leurs objectifs de ROI. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas livrés, ne sont pas actifs, mais au final, ils sont déceptifs par rapport à l'argent, à l'investissement de temps et de ressources qui a été consacré à leur réalisation. Quand on interroge plutôt les responsables CRM et qu'on leur demande bah, au final qu'est-ce qui a été compliqué et pourquoi vous estimez que votre projet n'est pas arrivé, n'a pas délivré toute la valeur que vous attendiez, la troisième réponse, et seulement la troisième réponse, c'est les fonctionnalités. Seulement 15% des responsables CRM nous disent, en fait, c'est parce que mon CRM marche pas assez bien. Alors, c'est pas, alors, on a l'impression que 15% seulement, mais pourquoi seulement 15%? Ben, nous, notre perception, c'est qu'au final, aujourd'hui, les CRM sont des sujets matures et globalement, les solutions fonctionnent bien. Il n'y a pas de problématique particulière fonctionnelle. Par contre, ce qui ressort nettement plus, c'est l'adoption des utilisateurs, à 65%. On le voit tous, on l'entend tous, que ce soit nous chez nos clients ou même en interne, faire utiliser correctement un CRM par des commerciaux, par des responsables de services clients, parfois c'est compliqué, même relativement souvent. Donc, deuxième sujet, l'adoption des utilisateurs. Et puis le premier sujet, ça nous avait un peu, enfin, ça ne nous avait pas étonné parce que nous, on opère souvent des diagnostics, des audits de base. On se rend compte, et on sait bien que la qualité n'est pas toujours là, mais ce qui nous a surpris, c'est la perception de cette problématique de qualité des données qui ressort à plus de 80% selon les responsables CRM. Donc, les trois sujets clés pour un responsable CRM, en fait, finalement, les deux sujets clés, c'est qualité des données et adoption des utilisateurs. Donc ça, c'est la vision, on va dire, du product owner, de celui qui gère et qui pilote son CRM. Et on a essayé de confronter cette vision à la vision plutôt des opérationnels, plus exactement des managers qui encadrent les utilisateurs du CRM, et on leur a dit, on leur a posé la question, pourquoi vous n'êtes pas content de votre CRM? La première réponse qui ressort de manière assez spontanée, c'est les équipes ne savent pas bien utiliser le CRM. On a eu un CRM riche, il fait plein de trucs, mais on a l'impression d'en utiliser que 5 ou 10%. Pourquoi? Parce que finalement, probablement manque de formation, manque d'usage, ou tout simplement des fonctionnalités très avancées, mais qui ne sont pas forcément au cœur de l'activité opérationnelle. Deuxième élément qui remonte beaucoup, c'est la donnée. Soit parce qu'on passe beaucoup trop de temps à saisir de la donnée dans le CRM, notamment parce que souvent les équipes marketing décident de mettre plein de données de segmentation, plein de champs obligatoires, et il faut passer des fois plusieurs minutes à remplir une fiche entreprise, une fiche contact, et ça, évidemment, les opérationnels, c'est pas ça qu'ils apprécient le plus. Donc, on passe trop de temps à saisir des données. Mais deuxième point aussi, troisième point, c'est les données ne sont pas à jour. Pourquoi? Parce que souvent, personne ne se sent responsable de la mise à jour des données. Et finalement, on passe notre temps à accumuler de la donnée et pas assez à la mettre à jour, ce qui génère évidemment une problématique opérationnelle au quotidien. Et puis, troisième paquet d'insatisfaction, finalement, c'est le sens du CRM. À quoi ça sert un CRM, entre guillemets, qu'est-ce que ça sert chez moi? Spontanément, on nous dit, le CRM, en tant que tel, n'a jamais aidé à trouver une opportunité ou n'a jamais aidé à signer un deal. Les équipes ne trouvent pas vraiment d'intérêt à utiliser un CRM, et au final, souvent, le CRM devient simplement, entre guillemets, un outil de reporting. Et au final, les utilisateurs ont l'impression que la seule finalité, c'est fabriquer des tableaux de bord pour la direction. Donc, on voit bien que dans les sujets clés de l'absence de réussite des projets CRM, que ce soit vu à des responsables CRM ou que ce soit vu à des opérationnels, il y a 3 points qui se dégagent. Le premier, c'est j'ai pas vraiment envie de me servir du CRM. J'ai pas vraiment envie de me servir du CRM parce que au final, il est pas fait pour moi. Il est plus fait pour les chefs.
Et quelque chose qui est en transverse de tout ça, c'est les problèmes de la donnée, que je mets trop de temps à saisir, qui est pas à jour et qui au final, si vous avez pas de la bonne donnée, votre CRM, ça va être un peu une coquille vide. Donc voilà les 3 points qui ressortent le plus sur l'insatisfaction liée au CRM et au projet CRM. Alors évidemment, ça c'est le constat. C'est le constat a posteriori de ce qui ne marche pas. Florian, toi qui as conduit un grand nombre de projets et qui a réussi à les conduire jusqu'au bout, est-ce que tu pourrais nous partager peut-être ton retour d'expérience par rapport à tout ça pour éviter de tomber dans ce tableau un peu noir du CRM qui finalement ne sert à rien? Écoute, avec grand plaisir. Effectivement, nous, on a eu la chance et l'opportunité d'accompagner plus de 350 clients dans la mise en place du CRM. Donc forcément, on a eu, alors là, je sais pas si c'est une chance, mais on a pu croiser toutes les erreurs qui étaient possibles de réaliser sur un projet. Donc aujourd'hui, ce qu'on a essayé de préparer, c'est effectivement un petit retour d'expérience là-dessus. Alors au début, quand on a préparé le séminaire avec Benoît, on se disait, mais est-ce qu'il vaudrait pas mieux leur donner les bonnes pratiques, les choses à faire? Et on s'est rendu compte que finalement, les bonnes pratiques, les choses à faire pour que ça réussisse, elles sont vraiment variables. Elles dépendent de chaque client, elles dépendent de votre contexte, elles dépendent de beaucoup trop de choses pour vous donner la bonne recette qui marchera à tous les coups. Par contre, il y a quelque chose qui est présent à chaque fois, c'est plutôt les erreurs. Celles-ci, c'est toujours les mêmes, quel que soit votre contexte. Et donc celles-ci, ça me paraissait intéressant de vous les partager pour qu'au moins vous puissiez les identifier, minimiser le risque qu'elles apparaissent ou en tout cas minimiser leur impact. Donc comment on a travaillé? Finalement, on s'est dit que tous les projets CRM, quelle que soit la méthode que vous allez choisir, parce qu'il y a plein de méthodes qui existent, l'agile, le V, l'hybride, etc. Quelle que soit la méthode projet que vous allez choisir de mettre en place, il y a toujours plus ou moins 4 grandes phases dans un projet CRM. Une phase d'analyse, on va devoir faire exprimer les besoins aux utilisateurs. Plutôt une phase ensuite de réalisation, on va produire l'application CRM. Une phase de recette où vous allez devoir tester que tout est conforme. Et puis une phase de go live où on va ouvrir les vannes et puis permettre à tout le monde d'utiliser l'outil. Ce qu'on a fait, c'est que sur chacune de ces phases, on a essayé d'identifier le top 3 des pires erreurs à ne pas commettre évidemment sur vos projets CRM. Et donc je vous propose de passer une quinzaine de minutes sur ça ensemble. Donc si on attaque la première phase, qui est plutôt donc l'analyse, le moment où on va devoir travailler avec les utilisateurs, avec les métiers, pour vraiment identifier les besoins qu'ils ont, on va se confronter à 3 erreurs types. La première, ça va être de partir d'une page blanche, c'est-à-dire de se mettre dans une salle avec les métiers et puis de leur dire: «Bon, vous voulez quoi au final?» Et puis on prend un tableau blanc et on écrit tout et puis on dessine l'application vraiment, depuis une page blanche, donc qui sort de la tête du métier. Le problème de ça, c'est que les métiers, et c'est normal, auront du mal à se projeter dans le futur outil, auront du mal à voir vraiment à quoi ça va ressembler au final et donc on va partir dans tous les sens. On va faire ce qu'on appelle la lettre au Père Noël et puis on va faire plein de choses qui sont, soit très complexes, soit irréalisables parce que pas standard. Voilà, donc on va se retrouver avec, quelque chose d'assez compliqué. La solution à ça, évidemment, c'est de maqueter dès le début. C'est-à-dire que dès les premiers ateliers avec vos métiers, il faut être capable de leur montrer, un cadre. Dans quoi est-ce qu'on va travailler? Et pour, cadrer ça, le mieux, c'est d'avoir une maquette qui va évoluer au fur et à mesure de chaque atelier et pour que vraiment les utilisateurs voient tout de suite l'outil. Ce qui va permettre de les canaliser, si je peux le dire comme ça, puisqu'au moins ils auront le standard de l'outil, ils auront, la tête qu'aura l'outil au final pour les aider à réfléchir et à mieux se projeter. Et ça vous permettra aussi de les orienter évidemment, autant que possible, vers, le standard de la solution que vous aurez retenue. 2e erreur classique, c'est, de monter une équipe, hem, qui ne soit pas forcément représentatif du terrain. Donc, quand vous allez créer votre équipe, métier, votre équipe d'utilisateurs, on va nommer ce qu'on appelle des key users qui sont censés être représentatifs, du terrain. Il faut bien faire attention à nommer des key users de chaque partie prenante, de chaque équipe, qui va composer la cible des utilisateurs, au final. Puisque sinon vous risquez de vous retrouver avec, soit une seule partie du métier qui va être représentée et donc on va, rédiger avec eux des spécifications et une expression de besoin qui ne sera pas adaptée qui ne répondra qu'à un seul axe du projet. Donc évidemment la solution c'est de mobiliser tout le monde. Les problématiques que vous pouvez rencontrer à ce moment-là, c'est que parfois vous avez certaines équipes qui sont beaucoup plus moteurs que d'autres et donc c'est facile évidemment de s'appuyer sur eux, pour avancer vite. Mais au final, il faut aussi embarquer, les équipes qui seraient peut-être moins moteurs, même si c'est plus compliqué à gérer, mais il faut qu'elles soient là pour être sûr d'avoir une vision complète du métier, dès les premières phases. Et la troisième erreur classique, lors de la phase d'analyse,
c'est de sous-estimer la conduite du changement. Alors là, c'est un grand classique, évidemment, la conduite du changement. Maintenant, tout le monde a en tête qu'il faut faire du change management, qu'il faut accompagner les utilisateurs. Par contre, ce que je souhaitais rappeler ici, c'est que cette conduite du changement, il ne faut pas l'imaginer à la fin du projet. Il ne faut pas la mettre en place une fois que le projet est live. Et puis se dire, bon, bah, maintenant que le projet est fini, on va former les gens, on va les accompagner, on va faire de la conduite du changement avec ces gens-là. Il faut lancer ce sujet de la conduite du changement en même temps que vous lancez votre projet CRM, voire même avant, si quand c'est possible. Puisqu'il va falloir préparer les gens, même ceux qui ne font pas partie de l'équipe projet, il va falloir préparer les futurs utilisateurs à l'arrivée d'un nouveau CRM, leur expliquer pourquoi est-ce qu'on change de CRM, quels vont être les impacts pour eux dans leur manière de travailler, etc. Et ça, il ne faut pas attendre la fin du projet pour le faire. Il faut le faire dès que vous avez décidé de vous lancer sur le changement du CRM. Évidemment, si vous ne le faites pas, les risques qu'on aura, c'est une adhésion qui sera plus compliquée à obtenir lorsque vous allez mettre en prod votre projet. Donc ça, c'est du point de vue de Mazao, le top 3 des pires erreurs côté analyse. Si on passe dans la réalisation à proprement parler du projet, ce qu'on va croiser le plus souvent, c'est le classique effet tunnel. Là aussi, il est connu, mais je suis obligé de le mettre en avant puisque c'est malheureusement encore celui qu'on croise le plus. C'est-à-dire que là, vous avez fini finalement d'exprimer le besoin, vous confiez les spécifications ou vous confiez la réalisation à votre intégrateur ou à vos équipes techniques. Et puis, il se passe 1, 2, 3 mois sans que les utilisateurs ne voient quoi que ce soit. Là, évidemment, le risque, c'est qu'une fois qu'on va vous livrer quelque chose, vous risquez d'identifier un écart entre ce que vous aviez imaginé, ce que vos utilisateurs avaient imaginé, et puis ce qui finalement est livré au final. Alors ça, c'est déjà un peu minimisé grâce à ce que je disais tout à l'heure, grâce au maquettage qu'on aurait pu faire en phase d'analyse, mais il faut aussi, pendant la phase de réalisation, bien penser à organiser ce qu'on appelle des revues d'application, c'est-à-dire de montrer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, voilà où on en est, voilà comment évolue l'application, pour être sûr d'obtenir des retours si jamais il y avait une mauvaise direction qui avait été prise. Au moins ça, on s'en rend compte pendant la phase de réalisation, on n'attend pas la fin évidemment, pour s'en rendre compte. Deuxième erreur classique, c'est de travailler sur des données non représentatives, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez devoir fournir aux équipes qui réalisent votre CRM un jeu de données qui va nous permettre de tester un petit peu le comportement de l'application avec des données. Là, ce qu'on voit très souvent, c'est des jeux de données qui ne sont pas du tout représentatifs de votre métier et de votre activité. Parce que voilà, on a généré des fichiers d'exemple sans vraiment se poser la question de si c'était pertinent ou pas. Et du coup, l'équipe de réalisation, elle va tester ça avec ce jeu de données. Elle va pas forcément identifier des problématiques. Alors, c'est pas forcément des problématiques métiers, mais plutôt des techniques, pardon. Mais ce serait plutôt des problématiques vraiment métiers qu'on identifierait ici. Puisque avec des bonnes données, on fera des bons tests. Et donc, on verra plus facilement si ce qu'on est en train de réaliser est pertinent. Donc, il ne faut pas hésiter à passer un petit peu de temps pour faire un jeu de données qui soit pertinent, qui soit représentatif de vos données et de votre activité. Ça permettra à l'équipe en charge de la réalisation de mieux tester et ça minimisera le taux d'anomalie que vous aurez ensuite dans la phase qui suit, qui est la phase de recette. Donc, ça peut prendre parfois un petit peu de temps, mais il faut le faire de notre point de vue, c'est important. Le troisième point, c'est de modifier le périmètre de la réalisation pendant la réalisation. Évidemment, ça aussi, c'est assez classique, mais on a fait toute l'analyse, on s'est mis d'accord sur qu'est-ce qu'on voulait finalement dans la solution. Et puis, pendant que les gens sont en train de réaliser, les métiers reviennent à la charge en disant, bon, bah, finalement, on a changé d'avis, ou finalement, on avait oublié quelque chose, il faut l'ajouter. Ça, il y a évidemment deux manières de le faire. Soit on prend en compte tous les retours et vous allez vous retrouver à décaler votre planning, à augmenter vos charges. D'autant que modifier une réalisation pendant la réalisation, ça a un impact beaucoup plus fort que le faire avant, évidemment. Donc, nous, notre recommandation, c'est d'oser dire non parfois au métier, de dire écoutez, non, on a validé un lot ensemble. Toutes vos demandes, on va les noter, on va les mettre de côté, on va commencer en fait à préparer finalement le lot suivant. Donc vous les aurez un jour, mais vous les aurez pas dans ce lot-là. Alors on sait que c'est pas toujours évident, hein, parfois il y a des demandes vraiment critiques qui apparaissent. Alors c'est toujours un peu étonnant qu'on les ait pas vues en phase d'analyse, mais ça peut arriver. Et celles-ci, évidemment, il faut faire l'effort de les intégrer quand ça met en péril le projet. Mais sinon, nous, ce qu'on recommande évidemment, c'est de cadrer le métier et d'arriver à dire non, ce qui est pas toujours évident, on en est bien conscient. Après, les demandes très simples, je veux changer un champ de place, par exemple, ça évidemment, elles peuvent être prises en compte. Je parle plutôt des demandes qui pourraient vraiment impacter en profondeur la réalisation. Top 3 des erreurs pour la phase de réalisation. Si on passe à la phase de recette, donc l'application est terminée,
du point de vue de l'intégrateur, de l'équipe de réalisation. Donc maintenant, on vous demande de tester que tout est bien conforme. Dans cette phase-là, les 3 erreurs qu'on va croiser le plus, la première, c'est de ne pas prendre au sérieux la recette, je le dis entre guillemets, mais ça résume bien un peu la problématique. C'est de se dire, bon, oui, j'ai 3 semaines pour tester, on verra plus tard, ou on verra quand ça sera en production. Ça, c'est des choses qu'on croise encore beaucoup. C'est qu'on se dit, de toute façon, là, c'est pas un vrai CRM parce qu'il n'est pas en production, c'est pas mes vraies données. Ce que je fais, ça ne sera pas enregistré. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué de se motiver à tester un CRM qui est juste un CRM de test. Donc, on se retrouve beaucoup à avoir des recettes qui sont peu faites, pas assez faites. Et le problème de ça, c'est qu'il y a des anomalies qu'on ne va pas détecter et qu'on va détecter en production. Et évidemment, détecter une anomalie en production, c'est beaucoup plus problématique que de la détecter en recette, où là, c'est vraiment l'objectif. Donc, un des axes pour améliorer ça, mais il y en a beaucoup, hein, c'est vraiment une problématique complexe, mais un des axes pour améliorer ça, c'est déjà d'allouer un temps officiellement aux testeurs. Nous, ce qu'on croise encore beaucoup chez les clients, c'est qu'on va avoir une équipe de test qui vont faire ça voilà, une demi-heure en fin de journée, en plus de leur journée classique. Donc souvent, ils vont nous dire qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils ont autre chose à faire et qu'ils ont un métier, ce qui est vrai. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est d'essayer d'allouer un temps officiel à ces testeurs, à raison d'une ou de 2 journées par semaine en fonction de la taille de la recette que vous souhaitez faire. Mais voilà, que ce soit officiel et qu'ils aient un temps pour ça. Deuxième erreur classique, c'est de ne pas préparer la recette. C'est-à-dire, on finit, on vous livre quelque chose et puis vous testez un peu comme vous pouvez. Donc là aussi, vous allez vous retrouver avec des métiers et des testeurs qui ne savent pas trop par quel bout prendre l'application. Qu'est-ce que je dois tester? Comment? À quel moment je suis censé dire que ça fonctionne ou pas? Donc vous allez avoir des tests qui sont pas forcément pertinents ou pas exhaustifs. Donc là aussi, ce qu'on recommande, c'est de rédiger ce qu'on appelle des cahiers de tests. C'est finalement un guide pour vos testeurs, pour vous dire, bah, voilà ce qu'il faut tester. Voilà un processus, par exemple, de vente de A à Z. Voilà comment le tester, voilà par quelle étape tu dois passer. Et à la fin, tu dois obtenir ce chiffre-là ou ce résultat-là. Ça va leur permettre vraiment de se lancer dans le test et puis ensuite, libre à eux d'essayer d'autres choses, hein, c'est l'objectif aussi, qu'ils puissent tester des choses, mais au moins ils auront un guide qui leur permet de se lancer et de tester au moins les choses les plus critiques dans votre CRM. Donc là aussi, le cahier de test, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu de temps à rédiger, mais ça vous fera gagner du temps par la suite. Et c'est quelque chose qui est assez métier. Donc là, l'intégrateur peut aider évidemment là-dessus, mais il faut aussi que le client soit mobilisé pour faire des cas de test qui soient parlants d'un point de vue métier. Florian, peut-être, Oui. on a une question dans le chat de Laura qui nous demande, qui fait une petite remarque et je pense que tout le monde a pu voir, sur la difficulté d'impliquer les équipes métiers. Est-ce que tu as un ou deux tips, peut-être? Est-ce que tu as vu des choses pour donner envie à des métiers de s'impliquer? Alors effectivement, les équipes métiers, au niveau de la recette en tout cas, il va falloir déjà plutôt choisir des gens qui sont par défaut plutôt moteurs, qui ont plutôt envie de changer de CRM ou de mettre en place un CRM, peut-être même des gens qui l'ont déjà fait par le passé, ça c'est l'idéal, évidemment. Après on parlait un peu du change management tout à l'heure, bah, ça va être une solution aussi, c'est qu'avant même de lancer le projet, si on a bien communiqué sur pourquoi on fait le projet, qu'est-ce que ça va vous apporter à vous en tant qu'utilisateur, on devrait normalement avoir des gens qui, une fois arrivés à la phase de recette, sont un petit peu plus moteurs. Et puis il y a ce que je disais juste avant, c'est de les accompagner. Alors en leur donnant officiellement du temps, que ce ne soit pas juste un petit truc en plus de leur journée, et puis en leur fournissant aussi des outils pour les aider, notamment le cahier de test dont je parlais tout à l'heure. Ça, c'est ceux qui me viennent en tête, mais encore une fois, c'est une problématique assez complexe, donc il y a plein de solutions différentes à ce problème-là. Mais c'est sûr que c'est une problématique que tout le monde croise. Pour répondre à Laura, vous n'êtes pas la seule, à mon avis. La plupart des clients ont ce problème. Et troisième erreur type en phase de recette, c'est de ne pas centraliser la recette. Donc là, c'est plutôt une sorte de gouvernance de la recette qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que tout le monde peut remonter des anomalies, il n'y a pas vraiment de personnes en charge de centraliser tout ça. Et du coup, toutes les anomalies arrivent chez votre intégrateur brut de fonderie, si je peux le dire comme ça. Nous, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait plutôt chez vous, chez le côté client, c'est quelqu'un qui centralise toutes les remontées, enfin une ou deux personnes, peu importe, mais vraiment une centralisation de ces remontées d'anomalies, parce que vous allez voir que dans toutes les anomalies remontées par votre équipe de test, il y en aura beaucoup qui ne sont pas vraiment des anomalies, qui sont une méconnaissance peut-être de l'outil, qui fait que la manip n'est pas la bonne, une méconnaissance parfois de certains process,
Tiens, pourquoi là je peux pas cliquer sur ce bouton? Bah, en fait, c'est parce que tu n'as pas le droit, parce que tu n'as pas coché telle case avant, etc. Et donc, il faut éviter autant que possible que ces fausses anomalies remontent chez votre intégrateur, parce que vous allez vous retrouver avec des débats sans fin pour dire: «Ah non, mais ça, c'est pas une anomalie, mais si, le métier dit que si», et cetera. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est évidemment d'avoir un outil qui permet de centraliser ça, mais aussi une équipe chez vous qui centralise tout ça et qui est capable d'arbitrer, de dire: «Ah oui, là, effectivement, c'est pas conforme à ce qu'on s'est dit, c'est une anomalie, il faut la corriger», ou là, non, c'est un problème d'utilisation ou une méconnaissance produit. Je vais plutôt aller accompagner le testeur pour le former et lui expliquer ce qui ne va pas. Et pour finir le go live, donc la mise en production du CRM. Donc là aussi, top 3, le premier, c'est de ne pas préparer la mise en production. Alors ça paraît aberrant, mais c'est encore ce qu'on croise le plus souvent, hein. C'est de se dire: «Bon, c'est bon, on a testé, allez-y, mettez en prod». Et malheureusement, on a encore des go live qui peuvent être chaotiques où on se rend compte au moment de basculer qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, qu'il y a des interfaces qui passent pas, ou enfin il y a plein de problèmes possibles. Et d'annuler, et on se retrouve à devoir annuler une mise en prod. Et ça, évidemment, c'est peut-être une des pires choses qui peut arriver sur un projet, parce que du coup, on décale le planning, on déçoit les utilisateurs qui attendaient l'outil pour le lundi, etc. Donc ça, évidemment, on ne peut que vous recommander de faire au moins une bascule à blanc au minimum, et de faire plusieurs bascules à blanc pour vraiment tester que les livraisons se passent bien avant le jour J. Deuxième erreur, laisser les utilisateurs orphelins. C'est-à-dire, on lance l'application, tout a été testé, tout est nickel. On lance l'application, on les forme évidemment, et puis ensuite il se passe plus rien. Et donc peut-être que pendant une semaine ou deux, vous allez avoir un taux d'utilisation qui est bon et des bons retours, mais forcément ce taux-là va finir par baisser avec le temps, parce que il faut maintenir une animation de vos utilisateurs sur le CRM pour éviter qu'ils le rejettent finalement. Donc évidemment, prévoir ce qu'on appelle le onboarding, donc une montée en compétences dès la mise en production, et puis aussi de continuer à animer ça régulièrement pour être sûr que les utilisateurs soient toujours accompagnés et qu'ils ne perdent pas la main sur l'outil. Et c'est lié à la troisième erreur qu'on croise le plus souvent, qui est de laisser mourir le CRM. C'est-à-dire, au-delà de former les utilisateurs, il faut aussi maintenir un flow d'évolution constant sur ce CRM. On a pu faire le meilleur CRM du monde, on va le mettre en production. Si pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne bouge plus, vous finirez par perdre tout le monde, et vous finirez par dire: «Mon CRM est nul». Parce qu'au final, c'est juste qu'il n'a pas évolué et qu'il n'a pas suivi ce qui se fait maintenant, les nouvelles méthodes de travail, vos nouveaux process, etc. Donc, au moment de l'ancien projet CRM, gardez en tête qu'après le projet, il faut bien le faire vivre, le faire évoluer régulièrement. Alors, c'est pas forcément des grosses évolutions ou des lots complets, hein, qu'il faut faire tout le temps, mais juste des petits affinages, des petites évolutions qui apparaissent de temps en temps, qui permettent vraiment à l'utilisateur de lui montrer qu'on suit sa méthode de travail, qu'on écoute ses retours, que l'outil évolue, qu'il essaie de s'adapter au métier. Donc ça, même si c'est des petites choses, faites-le en continu, ça vous permettra de maintenir votre CRM plus longtemps aussi. Puisque nous, ce qu'on voit malheureusement, c'est très souvent, c'est tous les 3 ans, les clients changent de CRM. Parce que voilà, au bout de 3 ans, en fait, on l'a pas fait évoluer, et puis on se dit: «Ah bah, le CRM est nul». Et donc ils vont changer de CRM, et puis ils vont remettre un nouveau CRM. Pendant 3 ans, ça va marcher, puis ils vont rechanger, ils vont repasser sur un autre CRM, et cetera. Donc pour éviter ça, nous, ce qu'on recommande évidemment, c'est de le faire évoluer en continu. Et puis maintenant, les nouvelles solutions, donc Pure Cloud, permettent ça, puisque sans même que vous ayez à faire quoi que ce soit, c'est l'éditeur qui va aller diffuser aussi des nouveautés dans votre solution. Voilà en quelques mots le top 12 des principales erreurs que nous, on a pu croiser sur nos différents projets. Évidemment, c'est pas exhaustif, mais c'est celles qu'on croise le plus. Et donc j'espère que ça vous aidera à les identifier, même s'il y en a beaucoup, hein, qui sont déjà connus. C'est pour ceux qui ont déjà fait des projets CRM dans la salle, je pense que vous en avez déjà croisé certaines. En tout cas, c'est celles que nous on croise le plus aujourd'hui. On souhaitait aussi vous présenter aujourd'hui, très rapidement, la proposition de valeur commune que Dynamics peut avoir, dans le cadre de votre futur projet CRM, en lien avec Nomination, évidemment. Donc pour faire ça, on a prévu juste de 15 minutes de vous présenter un petit peu, la solution en live, hein, plutôt que des slides. On a fait beaucoup de slides pour le moment, on va aussi vous montrer un peu de live. Et donc on va vous présenter donc Dynamics 365 CRM, alors qui est un outil de CRM, qui est vaste, qui regroupe énormément de modules fonctionnels. C'est ce qu'on voit un peu dans le 8 de l'infini ici. Donc aujourd'hui, évidemment, je pourrais pas tout vous montrer en 10 minutes parce qu'il me faudrait 3 jours. Mais je vais essayer de vous montrer déjà un petit bout
du module vente, qui permet de répondre aux enjeux classiques d'un CRM, donc gestion des fiches contacts, gestion des opportunités, etc. Mais gardez en tête qu'il y a énormément d'autres modules qui pourraient vous être présentés si ça vous intéresse, le marketing, la gestion du service client, le field service, la gestion des portails, etc. etc. Donc aujourd'hui, je propose en 10 minutes de vous faire une très rapide introduction à Dynamics CRM. Je vais donc partager mon écran. Et donc, dans l'exemple que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, j'ai choisi de partir vraiment d'un outil que tout le monde connaît, qui est Outlook, qui est votre gestion d'email, et de vous montrer comment un CRM peut enrichir ça et vous aider à travailler et aider vos commerciaux surtout à gagner du temps, puisqu'on sait que la majorité enfin presque tous les commerciaux passent beaucoup de temps sur leurs emails, donc c'est l'angle que j'ai choisi. Donc là, on se connecte à Outlook. On voit que j'ai un nouvel email d'un certain Eric Soldati qui me parle d'un appel d'offres qu'il souhaiterait lancer. Donc clairement, moi, en tant que commercial, ça peut m'intéresser. Donc, si j'ouvre l'email, bon, ça c'est classique, vous connaissez tous. Je vois Eric qui m'écrit, qui me dit qu'il a un appel d'offres. Et il me dit également qu'en copie, il ajoute un certain Sébastien Rostani, qui va être la personne en charge chez le client de traiter cet appel d'offres. Donc ça, c'est classique, c'est de l'email. Ce qui va être nouveau maintenant que j'ai Dynamics, c'est que je vais être capable d'interroger mon CRM pour voir si ce Eric Soldati, je le connais déjà. Et je vais voir que directement, il est capable de reconnaître Eric Soldati, de le trouver dans ma base de données CRM et de m'afficher du coup une fiche résumée de qui est Eric Soldati. Donc je vois qu'Eric est directeur, il travaille chez Mazao. Je vais même retrouver l'historique que j'ai eu avec lui, les derniers rendez-vous qu'on a fait ensemble, etc. Donc ça, c'est pas mal. Déjà, ça me permet d'y voir plus clair sur qui est Eric et d'avoir une vision 360 de ce contact-là. Et Eric me parle d'un certain Sébastien Rostani. Lui, je le retrouve juste à côté ici. Et lui, contrairement à Eric, je ne le connais pas encore. C'est-à-dire que c'est la première fois que j'échange avec Sébastien. Donc, il n'existe pas dans mon CRM. Donc, le contact est inconnu. Donc, je vais pouvoir ici directement créer la fiche de Sébastien Rostani. Il va me récupérer automatiquement le prénom et le nom grâce à l'email. Donc, je vais pouvoir juste compléter quelques éléments. Il est directeur des achats. Il travaille pour la société Mazao, par exemple. Son email, son téléphone, etc. Et j'enregistre la fiche. Et là, je viens en quelques clics depuis Outlook de créer un nouveau contact dans le CRM. Donc, c'est pas un contact Outlook, hein, c'est vraiment un contact CRM. Et ça va me permettre, la prochaine fois que Sébastien m'écrit, d'avoir sa fiche. Donc là, pour le moment, la fiche est un peu vide, puisque c'est la première fois que j'échange avec lui. Je vois juste qu'il est directeur des achats chez Mazao. Mais cette fiche sera visible par tous mes collègues également. Et tous ceux qui travaillent avec Sébastien pourront enrichir cette fiche et elle sera visible par tout le monde. Donc là, très bien, j'ai vu la fiche d'Eric Soldati, j'ai créé Sébastien. Là, clairement, Eric me parle d'une opportunité, d'un appel d'offres. Donc, je vais pouvoir aussi, sans quitter Outlook, créer une nouvelle opportunité qui va finalement me permettre de suivre de A à Z mon opportunité de vente. Donc là, je saisis quelques éléments clés, donc le titre, l'opportunité, appel d'offres Mazao. Je vais choisir le décideur, donc je peux rechercher dans toute ma base de données. Hein. Si je tape Eric Soldati, je vais retrouver mon contact. La société qui lance l'appel d'offres, c'est bien Mazao, le montant budgétaire éventuellement, et puis la date à laquelle je pense qu'on va signer ce projet-là. Donc là, l'objectif, c'est de mettre très peu de champs. Encore une fois, on est en train de traiter des emails, donc il faut que ça aille vite pour le commercial. Donc je saisis mes 5 champs et j'enregistre. Et là, je viens de créer une opportunité. On verra tout à l'heure que je peux la traiter plus en détail. Mais sans quitter Outlook, je viens de créer une opportunité qui sera liée à Eric et à Mazao. Pour finir, je vais quand même répondre à Eric qui a eu la gentillesse de me solliciter pour cet appel d'offres. Donc ça, je vais faire répondre à tous. Donc ça, tout le monde connaît. Mais plutôt que d'écrire toujours la même chose, toujours le même email, je vais continuer à m'appuyer sur Dynamics pour générer un modèle de réponse. Donc ici, j'ai toujours accès à mon panel Dynamics, mais là, je vois que je peux ajouter des modèles. Et donc, vous allez mettre à disposition de vos commerciaux une bibliothèque de modèles qu'on retrouve ici. Donc là, j'ai 5 modèles différents d'emails que je peux utiliser dans ce cadre-là. Le commercial va pouvoir choisir le modèle qui va bien et l'ajouter directement à sa réponse. Et on voit qu'il a généré ici un email, il a récupéré automatiquement des éléments clients, donc là le prénom et le nom, mais ça pourrait aller beaucoup plus loin. Vous pourriez ajouter automatiquement des plaquettes, des liens URL, etc. Et au moins l'email est bien formaté. Ça vous permet d'unifier votre communication et de faire gagner du temps au commercial. Et je vais pouvoir ensuite évidemment envoyer cet email à Eric. Dernier point sur l'usage côté Outlook, si l'email que je viens d'envoyer est très important, par exemple si j'envoie un contrat, je vais pouvoir décider d'archiver cet email sur la fiche d'Eric. C'est-à-dire que l'email là que vous voyez est enregistré côté CRM,
il est lié à la fiche d'Eric Soldati. Et du coup, mes collègues pourraient voir aussi cet email s'ils ont le droit d'accéder à la fiche d'Eric Soldati. Ça me permet de stocker les emails importants. Je pourrais même le supprimer côté Outlook. Il resterait visible côté CRM. Donc là, tout ce que je viens de montrer sur les emails, ça fonctionne de la même manière pour les rendez-vous, pour les tâches et pour les contacts. Donc il faut vraiment voir Outlook et le CRM comme deux faces de la même pièce, puisque vous avez une synchronisation totale entre les deux, ce qui vous permet d'avoir un seul agenda, une seule to-do list, puisque quand vous créez une tâche dans le CRM, c'est aussi une tâche dans Outlook. Et au moins, vous n'avez pas plusieurs environnements de travail différents. Pour finir, si je veux aller un petit peu plus loin dans le traitement de l'opportunité que m'a envoyé Eric, je vais pouvoir zoomer sur la fiche d'Eric, mais cette fois-ci vraiment dans le CRM complet. Et là, on voit que ça va m'ouvrir la fiche d'Eric Soldati, mais dans un CRM complet, donc avec beaucoup plus d'informations. Où je vais retrouver sur la gauche tous les éléments de qualification d'Eric Soldati. Au centre, des éléments de détail et, très important, la notion de chronologie. C'est-à-dire que je vais retrouver tout ce que j'ai fait avec Eric depuis qu'on le connaît chez Mazao. Et puis sur la droite, des éléments complémentaires, notamment nomination, mais je ne vais pas vous spoiler, puisque Benoît vous en parlera tout à l'heure. Donc sur cette fiche, j'ai pas mal d'éléments clés, et puis j'ai aussi des onglets d'analyse qui vont me permettre de retrouver notamment l'opportunité qu'on a créée ensemble. Et cette opportunité, si je veux aller plus loin, je vais pouvoir zoomer à l'intérieur et retrouver tout mon processus de vente. Donc ici, dans mon exemple, mon processus de vente, il est en 4 étapes. Je dois qualifier la demande d'Eric, développer une offre, envoyer ma proposition et négocier, et puis fermer ma proposition. Et on voit que dans chaque étape, j'ai des choses à faire pour passer à l'étape d'après. Donc là, je suis à l'étape de développer l'offre. Je dois identifier le besoin client, je dois proposer une solution, identifier les parties prenantes. Et c'est une fois que j'ai fait tout ça, je peux passer à l'étape d'après, qui est l'étape de proposition, où là, je vais avoir d'autres choses à faire. L'intérêt, c'est de guider le commercial de bout en bout, notamment les nouveaux arrivants, pour qu'ils sachent vraiment quoi faire et quand dans leur processus de vente. Une fois que mon opportunité a été signée, je vais pouvoir aller consulter mon tableau de bord et avoir une vue de l'avancée de mes différents chiffres, de mes objectifs, etc., etc. On va finir en imaginant que le commercial veut aller un petit peu plus loin. Maintenant qu'il a traité cette opportunité, il veut aller attaquer peut-être d'autres comptes. Donc, il a accès ici à sa liste de comptes. Donc, ça, c'est tous les comptes de son portefeuille. Et il va, par exemple, faire un premier niveau de filtre sur cette liste de comptes pour se concentrer sur les comptes parisiens. Donc, on voit ici que je peux faire les mêmes filtres que si j'étais dans Excel. Et une fois que j'ai appliqué ce niveau de filtre, je vais pouvoir attaquer les comptes qui m'intéressent, peut-être Microsoft France au hasard, Benoît. Alors, je pense qu'on serait très nombreux à être très contents d'avoir Microsoft comme client. Alors évidemment, ça peut être compliqué de prospecter Microsoft, donc je vais essayer de vous démontrer comment de la donnée, et de la donnée bien intégrée, peut aider. Hop, alors je vais partager mon écran, peut aider justement à prospecter comme ça Microsoft France. Donc, on va aller zoomer sur Microsoft France. On sait, le plus difficile, c'est d'avoir de la donnée. On t'a vu, Florian, être un bon utilisateur à saisir des choses. Il se trouve que, malheureusement, tout le monde n'est pas aussi strict et aussi performant dans la saisie de la donnée. Et donc, nous, ce qu'on va vous permettre, en fait, c'est simplement de se dire quels sont les éléments clés qu'un utilisateur commercial a besoin pour travailler un compte. Notre conviction, c'est que pour travailler correctement un compte, on a besoin finalement de 2 éléments clés. Le premier, c'est savoir à qui je parle. Parce qu'évidemment, quand vous prospectez Microsoft, vous n'allez pas prendre votre téléphone et appeler Monsieur Microsoft. Ça marche pas très bien. Donc, il va falloir identifier des personnes à l'intérieur du compte. C'est le premier élément. Et le deuxième élément, avoir des éléments de contexte, ce qu'on appelle des icebreakers, des motifs d'appel, des motifs de prise de contact. Et tout ça, en fait, on l'articule autour de 2 notions chez nous que sont l'organigramme et un fil d'actualité. Alors, l'organigramme, c'est quoi? C'est simplement une petite fonctionnalité toute simple, mais qu'on trouve assez efficace et assez puissante. C'est la capacité d'accéder à l'organigramme d'une entreprise directement dans son CRM. Donc là, par exemple, sur Microsoft France, si moi, en tant que nomination, j'essaie de prospecter Microsoft, je vais plutôt m'intéresser aux gens qui sont à la direction marketing ou direction commerciale. Et donc, je vais, par exemple, sélectionner la direction marketing. Grâce à nomination, vous allez pouvoir identifier un certain nombre de contacts, en l'occurrence 23 personnes au sein de la direction marketing, et vous avez la possibilité comme ça d'explorer finalement des contacts et de sélectionner ceux qui peuvent être le plus intéressants pour vous. Vous voyez, on a pas mal de choses. Mettons que dans notre exemple,
toujours avec nomination. Moi, mon point d'entrée, c'est essayer de convaincre Microsoft d'utiliser nomination pour générer des leads pour Microsoft. Alors, c'est un peu ambitieux, mais pour la petite histoire, Microsoft est client de nomination, donc on a réussi à les convaincre. Je vais par exemple essayer de travailler avec Vanessa. Pourquoi? Parce qu'elle est digital marketing lead. Je me dis qu'elle va être intéressée par peut-être des solutions digitales un peu innovantes pour l'aider à faire son travail. Donc, je la sélectionne et je vais, en un clic, l'ajouter dans mon CRM. Ça y est, Vanessa a été ajoutée. Hop, juste retrouver Vanessa. Vous voyez, hein, en un clic, Vanessa a été ajoutée dans mon CRM. Et là, automatiquement, sans avoir eu aucun effort de saisie, je bénéficie d'une fiche contact particulièrement bien renseignée puisque je vais avoir évidemment son nom, son prénom, sa fonction et le plus important quand vous les prospectez, je vais avoir des coordonnées pour pouvoir prendre contact avec elle, essayer de l'engager. Donc j'ai son email, j'ai évidemment le standard, mais tiens, j'ai la ligne directe de Vanessa, donc je pourrais imaginer de lui envoyer un petit mail en lui partageant par exemple un business case, des éléments de présentation de mon offre, et puis quelques jours après avoir envoyé mon mail, eh ben, j'ai la possibilité de rebondir, de la prospecter directement grâce à sa ligne directe. Et vous avez vu, en un seul clic, mon contact est arrivé dans mon CRM de manière la plus qualifiée possible. Donc, on disait deux choses clés pour prospecter un compte, hein, savoir à qui je parle, et deuxième élément, avoir des motifs de prise de contact. Pour les motifs de prise de contact, en fait, il n'y a rien de mieux que de parler du compte, de parler de la personne, de choses qui l'impactent directement. Et donc, on va vous mettre à disposition un fil d'actualité. Ce fil d'actualité, en fait, c'est finalement un outil de veille business qui va identifier tous les événements significatifs qui se sont passés chez Microsoft France, que ce soit des sujets sur l'entreprise en tant que telle, mais aussi des sujets sur les personnes qui y travaillent. Donc, très concrètement, on va identifier chaque fois que Microsoft va être cité dans un article de presse significatif, chaque fois que un des décideurs de Microsoft va animer une conférence, va animer un webinaire, chaque fois qu'il y a une prise de poste ou une nomination importante, vous allez avoir comme ça ce fil d'actualité qui va vous permettre finalement de contextualiser votre prise de contact et qui va vous permettre de trouver des opportunités d'interaction, et plutôt que de simplement parler de vous, là par exemple, je vois que une personne qui prend la parole au Web Forum, c'est peut-être l'opportunité de rebondir sur cette prise de parole pour créer du relationnel avec elle. Si ça m'intéresse, en un clic, je peux créer l'opportunité, ou tout simplement, en un clic, créer le contact. Donc ce fil d'actualité, il est intéressant évidemment pour contextualiser sa prise de contact. Mais il est d'autant plus intéressant que si vous avez l'opportunité non seulement de l'avoir sur un compte en particulier, mais si vous pouviez finalement l'avoir sur tous les comptes de votre CRM. Pourquoi? Parce qu'on le sait bien, quand on est commercial, non seulement on a un périmètre à gérer, par contre c'est difficile d'être sur la brèche partout, tout le temps, sur tous ces comptes. Avec cette fonctionnalité qu'on a appelée le GPS commercial, l'objectif va être de guider le commercial et de lui faire remonter finalement des opportunités en fonction de l'actualité de ses comptes, de ses clients, de ses prospects. Ça se traduit sous forme très simple d'un fil d'actualité qui va permettre, par exemple, tiens, il se passe quelque chose chez un de mes clients, Méricis, qu'est-ce qui se passe? Je clique, je me rends compte que mon client a un projet de croissance externe. Au regard de ma prestation, au regard de ma proposition de valeur, c'est une opportunité pour moi parce que je vais pouvoir rebondir. Je peux peut-être par exemple lui proposer d'échanger sur la fusion de ses systèmes d'information, ou au contraire, donc ça si je suis Masa ou si je suis nomination, je vais peut-être lui dire cette opportunité, il va falloir la transformer en business additionnel. Peut-être qu'avec les solutions de nomination, ça va le faire. Et donc, j'ai l'information, une fois de plus, en un clic. Je vais pouvoir créer une opportunité directement sur ce compte. Et cette opportunité,
va être préqualifié évidemment avec le contexte, en l'occurrence le projet de croissance. Et comme vous le voyez, en quelques clics, plutôt que de passer du temps à saisir de la donnée, le connecteur nomination va me permettre directement d'être en situation d'action. Dernier point que je voulais vous montrer rapidement, on est parti d'un compte qui existait déjà dans mon CRM. Il y a un autre cas qui marche, qui est assez récurrent, c'est de devoir créer des nouveaux comptes. Par exemple, je suis commercial et je décide de travailler le compte Euromaster. La plupart du temps, voilà comment ça se passe. Je crée le compte, je suis commercial, entre guillemets, simple, lambda, j'ai envie d'aller vite, je crée juste le nom de la boîte. Toutes les données de qualification, les données de segmentation qui sont pourtant si utiles au marketing et à mes collègues, je ne vais pas passer de temps à le faire parce que moi, au final, je travaille au Euromaster, je n'ai pas besoin de saisir tous ces éléments-là. Avec le connecteur, il va identifier cette entreprise, et il va vous dire, tiens, il y a 2 Euromaster qui existent, Euromaster et puis une filiale Service Management. En fait, moi, en tant que commercial, ce que je voulais, c'était Euromaster. Je le sélectionne, et une fois de plus, en un clic, hop, instantanément, toutes les données de qualification sur Euromaster vont être saisies. Donc, vous avez le sirène, le téléphone, le site web, la description de l'activité, les chiffres d'affaires, effectifs, un certain nombre de caractéristiques, évidemment l'adresse, tout ce qui est secteur d'activité, bref, tout ce qui va permettre à votre fiche entreprise d'être parfaitement bien qualifiée et au lieu d'y passer beaucoup de temps, voilà, instantanément, en 2 clics, en 2 clics, vous avez votre fiche entreprise parfaitement qualifiée et vous avez la possibilité même de pouvoir la travailler proprement puisque vous avez à nouveau accès à l'organigramme, au fil d'actualité, etc. Donc voilà, rapidement. Il y a une petite question dans le chat, Benoît, d'Alexandra. Est-ce qu'on peut sélectionner, cibler les comptes pour lesquels on retrouve des infos dans le fil d'actualité? Tout à fait. En fait, dans le fil d'actualité, vous avez la possibilité soit de rebondir directement parce que le compte est déjà présent et donc vous créez directement l'opportunité. Si le compte n'existe pas, vous avez la possibilité de créer le compte et ensuite d'enchaîner avec la création d'opportunités. Alors, on a voulu aller relativement vite parce que les démos, des fois, ça peut être un tout petit peu long et un peu pénible. Donc, notamment sur le connecteur, sur une partie data, il y a beaucoup de choses qui sont pas très visibles. Je vous ai montré les choses les plus visibles, hein, l'organigramme, l'aide à la création de compte, la veille business. Une fonctionnalité supplémentaire qui, pour le coup, en démo, est pas très sexy parce que pas très visible, mais qui est particulièrement intéressante pour nos clients qui sont équipés de notre connecteur, c'est la mise à jour automatique des contacts. Alors, c'est quoi la mise à jour automatique des contacts? C'est simplement, tous les soirs, on a un petit traitement qui va identifier tous les contacts issus de nomination qui sont présents dans votre CRM et en fonction des modifications qu'on a pu capter, des changements de poste, des corrections de coordonnées, on va automatiquement et intelligemment mettre à jour votre CRM à partir de la donnée nomination. Notre objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que vos utilisateurs soient focus sur leur business, sur l'usage du CRM, et que vous n'ayez pas de temps à passer à juste mettre à jour, updater des fiches contacts, parce qu'on sait tous que, 1, c'est chronophage, 2, ça fait rarement rêver les utilisateurs. Donc voilà rapidement ce qu'on voulait vous illustrer avec Florian. Un CRM utile et utilisé, c'est un CRM qui s'intègre le plus naturellement possible dans les process opérationnels et c'est surtout un CRM qui donne de la valeur à ses utilisateurs parce que la valeur, c'est notamment aider et structurer les processus, et là en l'occurrence qu'on a vu les processus commerciaux. Florian, tu veux peut-être compléter certains points? Écoute, j'ai essayé de répondre en temps réel aux différentes questions que nous avions sur le chat, mais vu qu'il nous reste encore quelques minutes avant 10 heures, je ne sais pas si on peut soit ouvrir les micros, soit n'hésitez pas à envoyer vos questions. On a encore quelques minutes pour y répondre. Alors, oui, juste en l'occurrence, sur cette plateforme, malheureusement, les participants peuvent pas activer leur micro. Pardon, pour moi. Donc, forcément, par écrit, en mode chat.
Alors, si tu as répondu en live. Alors, question de Sandrine, comment conseillez-vous la gestion des contacts qui sont rattachés à plusieurs comptes? C'est une excellente question, c'est effectivement un point de modélisation qui est parfois un peu compliqué. Nous, comment on répond à cette problématique? Alors, il y a pas mal de manières d'y répondre, mais nous, le choix qu'on a fait, c'est finalement de gérer 3 entités, l'entreprise, la personne, et l'association entre la personne et l'entreprise, c'est la fonction occupée. Et c'est au travers de cette gestion de fonctions qu'on permet de gérer ce multi-rattachement, au sens où une personne peut effectivement exercer plusieurs fonctions, et ça vous permet notamment de pouvoir vous rendre compte finalement du rayonnement et de l'impact potentiel d'une personne sur plusieurs organisations. Donc, c'est exactement ce qu'on gère, hein. Fonction de rattachement, et qui nous permet d'avoir finalement ce lien multiple entre une personne et plusieurs entreprises. Et côté Dynamics, hein, c'est exactement le même principe, hein, c'est-à-dire que vous avez d'un côté le contact, de l'autre une ou plusieurs sociétés, et en fait ces liens entre chaque contact société, ce qu'on appelle des relations dans Dynamics, et donc vous pouvez avoir une relation de type employeur-employé, puis une relation de type conseiller, une autre relation de type etc. Donc vous êtes capable de faire du multilien, à condition que la donnée soit propre, ce qui est toujours le plus complexe finalement. Effectivement. Est-ce qu'on avait pu répondre aux questions qui arrivaient au fil de l'eau? J'ai essayé, alors peut-être qu'on peut amener des compléments. Sur les questions de Stéphane, comment est-ce qu'on s'assure que la donnée est bien saisie? Bah, effectivement, il y a plusieurs solutions. Moi, j'avais fait un début de réponse en disant il y a la carotte et le bâton, et puis il faut faire un mix des deux. La carotte, c'est plutôt de montrer à l'utilisateur que en saisissant sa donnée, ça va lui apporter de la valeur. Parce que j'ai saisi le contact, je suis capable d'avoir toutes les informations le concernant, et donc de mieux faire mon call de qualification ou de mieux vendre, en lui facilitant la vie aussi, notamment avec nomination, puisqu'il n'a pas à lui-même aller chercher l'info, on va lui pousser de l'information, voire même en conditionnant certaines primes, par exemple, à la saisie de certaines données. Donc ça, c'est plutôt la carotte. Et puis il y a le bâton, qui est aussi nécessaire malheureusement, qui va être de plutôt verrouiller certains champs. Tant que tu n'as pas saisi ce champ-là, bah, tu peux pas créer l'opportunité, ou alors tu peux pas faire avancer ton process. Si jamais je me rends compte que tu n'as pas tes to-do dans le CRM à la fin de la semaine, bah, peut-être qu'on va se voir tous les deux, etc. Donc c'est un mix habile entre les deux. Et puis il y a le change qui permet de mettre du lien dans tout ça pour faire comprendre aussi à l'utilisateur qu'il a un intérêt à saisir dans le CRM. Effectivement, un CRM qui n'est vu que comme un outil de flicage du management, en général, ça marche pas forcément très bien. C'est clair. Si je peux me permettre de rajouter un point, il faut vraiment prendre le sujet de la qualité de la saisie des données vraiment sur un angle métier, un angle opérationnel, et pas sur un angle technique. Souvent, nous, ce qu'on observe, c'est que parce que on veut des données bien qualifiées et plein de données de segmentation, on voit des clients, parmi certains clients, où on se retrouve avec des fiches entreprises avec 10, 15, 20 champs obligatoires à saisir. Et au moment de la conception du CRM, dans une réunion avec des gens qui se sont posé la question et se sont dit tiens, on va rendre tout ça obligatoire parce qu'au moins comme ça, on aura un CRM bien qualifié. C'est probablement la pire des solutions parce que trop de champs obligatoires implique à peu près n'importe quoi dans la saisie. Donc vraiment, je trouve que l'articulation proposée par Florian, la carotte et le bâton, c'est effectivement probablement la meilleure manière d'optimiser c'est ce sujet qui est jamais un sujet facile et qui est toujours, malheureusement, jamais terminé, de la qualité des données. Alors, Florian, je crois que tu as un fan dans la salle. Oui, je crois qu'Adèle est convaincue par notre intervention, et ça fait plaisir. Il faut dire aussi quand vous êtes content de nos interventions, donc merci beaucoup Adèle. Ouais, ça fait plaisir. Il nous reste encore quelques minutes. J'imagine que vous avez tous, comme nous, pas mal de boulot. Donc, n'hésitez pas à profiter encore de ces quelques minutes si vous avez d'autres questions. Au pire, vous avez nos coordonnées qui s'affichent ici, donc n'hésitez pas à les noter, à nous solliciter. On est ravis de progresser en tête-à-tête ces discussions. Le sujet CRM est un sujet très très vaste.
On ne prétend pas du tout avoir fait le tour en 1 heure, mais en tout cas, moi, ma conviction, c'est que n'hésitez pas à vous appuyer sur le savoir-faire de Masao. Il est important d'avoir les bons partenaires sur les projets CRM et Masao, on a eu la chance de travailler avec eux plusieurs fois. On est assez fans, disons-le. Je te retourne le compliment, mais c'est un peu intéressé. C'est que les fois où on fait des projets avec nomination dans le projet, on a plus de facilité à vendre le projet au métier. Donc nous, ça nous aide aussi quand nomination est là, donc n'hésitez pas. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. Merci à tous ceux qui ont posé des questions et qui ont rendu ce moment le plus interactif possible. Malgré le contexte Covid compliqué. Ouais, on aurait aimé faire ça en présentiel, pouvoir vous offrir un café, quelques croissants et avoir un peu de conversation informelle avec vous. Malheureusement, le contexte étant ce qu'il est, on a dû basculer en digital, mais en tout cas, c'est toujours un plaisir, Florian, d'animer ce type d'événement. Et effectivement, Vincent a raison, on a besoin de... On ne connaît pas sur la photo. Merci à tous, Merci. bonne journée, et puis à très bientôt. Au revoir.